bienvenue à toutes et à tous. On se retrouve pour un énième Tech Live sur Power BI. C'est pas le premier qu'on propose avec Campus sur le sujet. Ça fait un peu plus d'un an qu'on a lancé les Tech Live, hein, pour ceux qui sont habitués. Et Power BI, on l'a quand même pas mal exploré. On a fait une initiation à Power BI, on avait parlé du DAX. On a parlé de la BI de manière générale, et cetera. On a parlé d'autres outils qui gravitaient aussi un peu autour de la BI et on a voulu un peu se refocus du coup sur l'outil phare de Microsoft pour, on va dire présenter les fonctionnalités qui vous permettraient d'approfondir vos connaissances dans Power BI et surtout d'aller plus loin avec l'outil. Comme vous le savez, Power BI, c'est vraiment reconnu pour être un outil qui est accessible et parfois, on a du mal à aller au-delà de cette accessibilité-là, de sortir de la facilité et l'objectif du Tech Lab, du coup, c'est vraiment ça, c'est d'aller vraiment plus loin avec l'outil et de manière, assez simple et rapide, en mode, quick win. Voilà. Donc, juste pour me présenter rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Enzo Rido, je suis, expert BI chez Clanic qui est la maison mère, si je puis dire, de Campus. Donc, je suis expert BI chez Clanic et en parallèle, je suis aussi formateur et coach pour Campus sur des sujets BI, vous vous en doutez, même des sujets data plus global. Pour présenter rapidement mon parcours, moi, ça fait quasiment 10 ans que je fais de l'informatique, dont 8 de data et de BI, principalement et initialement sur des technos SAP. Et depuis 4-5 ans, comme un peu tout le monde, j'ai pris le train en marche et j'ai mis les mains dans les technos Microsoft. Et on se retrouve du coup dans ce contexte aujourd'hui où, j'interviens pour Campus dans des Tech Live aussi, où on est présent pendant une petite heure ensemble pour, voilà, vulgariser des sujets, traiter des sujets bien spécifiques. Et aujourd'hui, comme je disais, le but, c'est qu'on puisse ensemble, découvrir comment on peut aller plus loin avec Power BI. Donc de manière globale, par rapport, juste au Tech Live et l'organisation, moi, je vais parler tout le long. Je vais déblatérer beaucoup d'infos, beaucoup de choses. Je vais essayer d'être le plus accessible possible pour ceux qui n'ont pas toutes les connaissances propres à la BI ou même à Power BI. Donc si à un moment donné, ce n'est pas clair, il y a des choses qui sont vraiment vous êtes vraiment perdu, n'hésitez pas à vous intervenir. Bon, le but, c'est pas que je sois coupé non plus toutes les 2 minutes, mais s'il y a vraiment des questions, des choses qui sont pas claires du tout, n'hésitez pas, on prend le temps, on prend 2 minutes pour expliquer, reformuler et que vous ne soyez pas perdu sur la presse. Dans l'idée, je vais, défiler des slides et faire du blabla dessus et on va aussi faire de la démo. Donc, je vous présenterai Power BI directement et je vous montrerai en live comment on peut faire et comment on peut appliquer et mettre en œuvre tout ce que je viens de dire, au préalable. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Rapidement, donc le sommaire, on va parler de Power Query, on va parler du DAX et on va parler de porter l'analyse par le design. Donc aujourd'hui, Power BI, clairement, ça reste l'outil, qui est et qui se veut le plus accessible sur le marché. Mais, forcément, si on va aller plus loin avec l'outil, si on veut vraiment tirer parti de toutes les fonctionnalités d'analyse et proposer à nos utilisateurs une nouvelle expérience de consommation de data, il faut aller plus loin avec l'outil et qui dit aller plus loin, dit utiliser des fonctionnalités qui sont parfois, un peu plus complexes, forcément. Ça passe par le Power Query, ça passe par le DAX, qui sont des solutions très techniques, des notions très techniques, mais il y a aussi des notions qui ne sont pas forcément techniques et qui tournent autour du design. Donc le design, j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément technique, c'est juste, voilà, des fois du bon sens, un peu de notions du Y et du X, mais c'est pas quelque chose qui est fondamentalement, inaccessible techniquement. Voilà. Donc ça, c'est 3 grands axes sur lesquels on va travailler et sur lesquels je vais pouvoir faire, quelques démonstrations. Donc pour rappel, pour ceux qui ont eu le courage de nous rejoindre et qui n'ont jamais touché à Power BI, qui ne connaissent pas du tout, c'est pas grave. Normalement, vous devriez à peu près comprendre ce qui va se faire et ce qui se passe. Mais pour rappel, Power BI, qu'est-ce que c'est? Donc Power BI, il se classe clairement dans, les solutions décisionnelles orientées data visualisation, d'accord? Donc Microsoft Power BI, c'est une solution décisionnelle éditée par Microsoft. Donc, si je dis édité par Microsoft, c'est que j'insiste dessus, c'est pas anodin. C'est qu'aujourd'hui, toute personne qui est à l'aise avec l'environnement Office 365, donc, quand je parle d'Office, je parle d'Excel, de PowerPoint, de Word, et cetera.
Si vous êtes à l'aise avec cette interface-là, vous allez être à l'aise aussi avec Power BI, puisque forcément, ça fait partie prenante de la suite Office et de ce fait, vous retrouvez les mêmes environnements, le même design des menus, la même accessibilité. Donc, si vous êtes vraiment à l'aise avec Excel, par exemple, Power BI, je ne dis pas que vous serez expert, en 2 jours, bien au contraire, mais par contre, vous y arriverez beaucoup plus facilement que quelqu'un qui n'a jamais mis les mains dans Excel ou dans Word ou dans PowerPoint, par exemple. Donc c'est une solution éditée par Microsoft, solution, on-premise donc qu'on installe en local sur nos postes et qu'on peut installer en local sur des serveurs. Mais surtout, ça se veut, principalement une solution cloud. Donc une solution cloud, quand je dis une solution cloud, c'est-à-dire que quand vous allez créer vos rapports, les diffuser, vous allez le diffuser sur le cloud de Microsoft et vous allez le rendre accessible, en mode SaaS pour vos utilisateurs. Donc, leader sur le marché depuis, plusieurs années, outil de BI self-service et data viz. Donc, l'outil, quand on parle de BI self-service, c'est quoi? La traduction française, c'est voilà, c'est l'outil qui est mis à disposition de n'importe qui, grosso modo. Mais dans l'idée, c'est de se dire, n'importe qui n'est pas informaticien peut prendre Power BI, aller récupérer des données dans vos bases de RP, vos CRM et cetera, peu importe et ressortir facilement vos dashboards. Dans l'idée, c'est vrai. Dans la pratique, ça l'est un peu moins puisque forcément, on est toujours face à des contextes techniques qui peuvent poser problème. Mais en effet, pour une personne totalement néophyte à la data, l'outil se veut quand même particulièrement accessible, mais quand bien même, c'est tout le sujet du tech live. Dès qu'on va aller plus loin, il faut toucher du doigt des solutions et des notions qui sortent un peu du contexte basique et du b.a-ba de Power BI et forcément, toute la puissance de Power BI se découvre à ce moment-là. Donc, dans l'idée, si je précise que typiquement c'est un leader sur le marché, ça veut dire que forcément si c'est un leader sur le marché, beaucoup de clients aujourd'hui, vont et voudront aller vers ce type de solution. C'est une solution du fait qu'elle soit leader forcément attire un intérêt des clients, mais aussi, des équipes tech. Donc de plus en plus de monde se forme à l'outil, de plus en plus de monde utilise l'outil, donc vous avez aussi de plus en plus de ressources disponibles sur le web. Clairement, Power BI, si demain vous rencontrez un problème et qu'il n'y a pas une personne qui a pas rencontré le même problème que vous, c'est que vraiment vous avez poussé l'outil dans ses retranchements et que vous avez trouvé la petite faille que personne n'a trouvée sur des millions d'utilisateurs. Donc, ça veut dire qu'aussi en mode debug, sur le web, on peut trouver beaucoup d'infos, beaucoup de solutions et c'est clairement un avantage pour ceux qui veulent se lancer dans l'outil et vu qu'aussi c'est le leader forcément, ben Microsoft, son outil marche très bien. Il gagne beaucoup d'argent grâce à ça et de ce fait, il y a beaucoup de mises à jour, c'est des mises à jour mensuelles, hein, beaucoup de nouveautés, beaucoup d'améliorations de l'outil et on est sur un des outils aussi les plus stables du marché. Donc, c'est pas anodin que je vous dis ça, c'est qu'aujourd'hui, investir en tant que client du temps et de l'argent sur, Power BI, c'est un intérêt et pour les consultants qui n'ont jamais mis les mains dans Power BI, ça a aussi un intérêt pour eux parce que, sur le CV, d'avoir la compétence Power BI, clairement, ça a un intérêt particulier. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite presse globale de Power BI. On garde en tête que c'est vraiment un outil dédié à la data viz, dédié au dashboarding. C'est pas un outil fait pour du, reporting qu'on appelle opérationnel. Data viz, c'est, vous savez, c'est les jolis rapports comme on voit à l'écran, hein. C'est super sexy avec des KPI qui clignotent de partout et cetera. Ça, c'est du tableau de bord, c'est du data viz. Le reporting opérationnel, c'est un peu tout son contraire. C'est du rapport très statique, très structuré, presque sous format publi-postage. Donc, on peut le faire avec Power BI, mais initialement, c'est pas fait pour. Donc, ceux et celles et ceux qui veulent utiliser Power BI pour en faire un outil d'extract comme on peut avoir avec les dérives de SAP Web Intelligence, laissez tomber, ça le fera, mais ça le fera mal. Voilà. Donc ça, c'était pour, un peu contextualiser aussi, l'outil. C'est pas un outil qui fait de l'ETL initialement, quand bien même on en parlera après et c'est pas non plus un entrepôt de données. Donc pour tous ceux qui connaissent la chaîne décisionnelle, qui est de se dire, «J'ai des sources, je viens les alimenter dans un entrepôt de données via un ETL et je viens les restituer via, un outil de Restit». Nous, on est vraiment en bout de chaîne avec Power BI. Voilà. Donc ça, c'était pour un peu contextualiser, l'outil. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet et parlons des notions de Power Query, langage M, de schéma relationnel et surtout de la notion de comment aller plus loin avec l'outil. Donc je le répète encore une fois et ce sera la dernière fois que je le je le dis, j'espère.
Power BI, c'est facile d'aller récupérer de la donnée, c'est facile de mettre en format dashboard, rapidement, de faire du quick win. Tout le monde peut le faire, clairement, mais dès lors, vous allez voir pousser d'analyses beaucoup plus, poussées, faire du calcul de pourcentage, faire des moyennes pondérées. Dès lors, vous allez faire du calcul de N-1, N-2, N-2, faire du forecast et cetera. Dès qu'on va faire ce type de scénario-là, forcément, les fonctionnalités basiques de Power BI ne suffiront plus et il faudra aller beaucoup plus loin dans son utilisation et beaucoup plus loin dans son utilisation, ça passe typiquement par Power Query. Donc Power Query, c'est quoi? Power Query, ça fait partie intégrante de Power BI. Quand je dis intégrante, c'est que ce n'est pas un outil supplémentaire qu'on va installer sur son poste avec Power BI, c'est que dès lors que vous installez Power BI, par défaut, Power Query est installé sur votre poste avec l'outil. Dans les grandes lignes, Power Query, c'est un moteur de transformation et de préparation de données, qui est fourni avec une interface graphique. Donc vous inquiétez pas, c'est pas du SQL, c'est pas du NoSQL, c'est pas du code, c'est pas des choses compliquées. On a un éditeur qui est mis à disposition avec une interface comme vous le voyez, à l'écran juste ici, qui va vous permettre de venir transformer, nettoyer et fiabiliser vos données. Donc, vous vous doutez bien, quand vous avez Power BI, vous allez vouloir interroger des données, que ce soit du Excel, du fichier plat, des bases de données, des cubes analytiques, peu importe le type de données que vous allez vouloir interroger. Les données que vous allez requêter, vous allez les récupérer dans Power BI et vous allez peut-être vouloir faire des actions dessus, de transformation, de nettoyage, et cetera. Toutes ces notions de transformation et de modification des données vont passer obligatoirement par Power Query. Donc, on garde en tête, c'est l'outil qui permet de transformer et de préparer, vos données grâce à l'interface graphique de Power BI, hein, bien sûr. Hem, Ce qui est important à dire à ce niveau-là, c'est qu'avec Power Query, on peut effectuer des traitements de données de type ETL. Alors je mets vraiment des guillemets, c'est vraiment de type ETL, ça ne remplacera jamais un ETL dans, les performances et cetera. Mais en tout cas, ça peut pallier au manque d'un ETL de manière temporaire dans un contexte client où on est en phase de POC, on veut un peu éprouver l'outil, on veut voir si ça fonctionne et cetera. On n'a pas tout de suite envie d'investir dans un entrepôt de données, on n'a pas envie d'investir sur un ETL en particulier des licences. Ça fait plus ou moins les mêmes choses, on peut faire des tables agrégées et cetera, en effet dans Power Query, mais c'est pas quelque chose de pérenne, dans le temps, loin de là. Mais en tout cas, les types d'actions qu'on va pouvoir mener dans Power Query, c'est vraiment, l'extraction, la transformation et le chargement. Voilà. Donc, en bref, on va transformer nos données via Power Query, on va les nettoyer et on va pouvoir aussi filtrer nos lignes. Alors pourquoi je parle de filtrage typiquement? C'est que forcément, demain, vous allez générer une requête qui va taper sur une table qui a, un historique de 3 000 000, 2 000 000 de lignes, j'en sais rien moi. Forcément, si vous ramenez 3 000 000 de lignes dans le jeu de données de votre rapport Power BI, en termes de performance, vous allez forcément avoir des lenteurs, des problèmes et cetera. Donc le filtrage de ligne aussi vous permet, vous, de restreindre le jeu de données que vous allez récupérer dans Power BI pour fournir à l'utilisateur seulement le jeu de données dont il a besoin et de ce fait, si l'utilisateur joue avec un plus petit cube de jeu de données, forcément, en termes de performance, et c'est évident, hein, on va avoir des temps de réaction et d'actualisation beaucoup plus rapides. Donc tout ça, ce moteur de transformation est porté par une interface graphique. Derrière cette interface graphique, on a, forcément du langage, hein, on a forcément un langage de développement et ce langage de développement, on l'appelle Power Query M, c'est le langage M, on l'abrège souvent, langage M. Donc souvent, c'est sur des offres d'emploi, pardon, vous voyez passer typiquement, expert Power BI, maîtrise du langage M, maîtrise du DAX. Quand on parle de langage M, c'est vraiment de maîtriser le langage associé à Power Query. Donc vous vous doutez, par exemple, dès que vous allez ajouter une colonne supplémentaire dans une table que vous allez récupérer, dans votre jeu de données, par exemple, que vous vous dites: «Beh, voilà, moi je veux rajouter une colonne dans ma table qui va récupérer l'année de ma vente», par exemple. Vous pouvez le faire via l'interface graphique directement. Quand vous allez utiliser l'interface graphique, ça va générer automatiquement pour vous le code en langage M et si vous êtes expert dans le langage dans le langage M, pardon, vous êtes même plus obligé du coup de passer par l'interface graphique et directement coder, dans la barre de fonction la transformation ou la modification que vous voulez faire à votre donnée.
En termes de bonnes pratiques, dans Power Query, il y en a plusieurs. Heu, Plus ou moins, c'est pas du tout exhaustif, hein, mais moi, c'est ce que je conseille souvent. C'est déjà bon, choisir le bon connecteur, c'est même pas une bonne pratique, hein, c'est un prérequis même. Choisir le bon connecteur, c'est de se dire: «J'ai une base SQL, j'utilise bien, ma connexion SQL, j'utilise bien un ODBC. Est-ce que je dois plutôt utiliser un JDBC?» Peu importe. Si je dois taper du fichier plat, est-ce que c'est du CSV? Est-ce que c'est du XLSX? Est-ce que voilà, c'est un autre type de fichier que je dois récupérer? Donc bien utiliser l'extension associée à ma connexion. Toujours vérifier la typologie des données qu'on récupère dans Power Query. Par défaut, Power Query, lui, détecte, en automatique les colonnes et les données qu'il y a à l'intérieur et en génère une typologie. Donc si vous avez, par exemple, une colonne avec les âges, il va récupérer du nombre entier. Si vous avez une colonne avec des noms et des prénoms, il va récupérer, du caractère. Mais parfois, il peut se tromper. Donc toujours vérifier le typage, des données. Optimiser des transformations dans le langage M, bien évidemment, et toujours aussi renommer les étapes de transformation qu'on aura dans Power Query, mais ça, on le verra du coup en direct. Donc ça, c'est les petites best practices à respecter dans Power Query. Donc ça, c'est la partie très théorie de Power Query. Maintenant, on va essayer de rentrer dans le concret de Power Query. On va voir maintenant comment on peut, justement, exploiter l'outil et exploiter les fonctionnalités associées à Power Query. Donc pour l'exemple, on va prendre un contexte, d'actualité. On va parler de la coupe du monde, typiquement. Donc la coupe du monde, qui bat son plein, hein, et on va du coup, alors on va pas faire des débats sur, est-ce que la compo était bonne pour l'équipe de France? On va plutôt parler de l'historique de la coupe du monde et analyser ce qui s'est passé du coup depuis les 22 dernières, éditions de la coupe du monde de la FIFA. Donc on va jouer, nous, avec un jeu de données aujourd'hui qui a été mis à disposition dans le cadre d'un challenge de Maven Analytics. Donc Maven Analytics, c'est une boîte, américaine qui organise très souvent des concours sur des thèmes, donnés, et le thème du mois, du coup, vous vous en doutez, c'est, le thème de la coupe du monde, et pour ça, ils ont mis à disposition un jeu de données, qui récupère tout l'historique des différents résultats de la coupe du monde avec les matchs, qui a gagné, par combien de buts de différence, et cetera, et cetera. Donc nous, à partir de ce jeu de données-là, qui est juste ici, que j'ai déjà récupéré et avec lequel j'ai déjà joué, qui s'appelle worldcupmatch.csv. Donc c'est un fichier CSV, c'est ce qu'il y a de plus basique, mais on va voir que dans ce fichier CSV-là, on a beaucoup d'informations, mais beaucoup d'informations qui ne sont pas structurées de la bonne manière. Donc là, pour l'exemple, moi, je vais récupérer du coup, je suis dans Power BI ici, donc je suis dans mon interface vraiment dédiée à la mise en forme de mon rapport. Je vais ici venir rajouter une requête dans mon rapport Power BI depuis l'option obtenir des données. Donc je viens obtenir des données juste ici, je viens dans fichier texte CSV, et à partir de là, je peux venir récupérer un fichier CSV dans mon dossier World Cup Challenge juste ici. Et là, je choisis le fichier CSV que je souhaite récupérer. Nous, on souhaite récupérer le World Cup Match.csv qui est juste là. Hop, on l'ouvre. L'outil nous fait un petit aperçu, du jeu de données qu'on va récupérer. Donc là, l'aperçu est vraiment de taille limitée. C'est juste pour s'assurer que le fichier qu'on récupère est bien celui que l'on souhaite, exploiter, et à partir de là, quand on s'est assuré que le fichier qu'on va requêter, qu'on va interroger est le bon, on peut soit cliquer sur «Charger». Donc si je clique sur «Charger», ça veut dire, entre guillemets, je fais confiance à Power BI, les données qui sont à disposition, elles me suffisent, j'ai pas besoin de faire de transformation, donc je charge et je passe directement à la mise en forme. Soit je me dis: «Bon, le doc, il est bien, mais j'aimerais bien quand même faire des transfos pour pouvoir, rapporter de l'information supplémentaire». Dans notre cas, on sait que le rapport, ou du moins la source, elle est pas forcément, super bonne, donc on va venir faire des modifications. Donc on clique sur «Transformer les données». Là, vous allez voir automatiquement, je switch, j'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît et je me retrouve dans l'éditeur Power Query. Auparavant, j'étais dans Power BI Desktop. Là, cette fois-ci, je suis dans l'éditeur Power Query. On va agrandir juste ici. Donc l'éditeur Power Query, c'est assez simple, hein, dans son utilisation. On retrouve la fameuse interface graphique, juste ici. À gauche, vous retrouverez toujours les différentes requêtes associées à votre rapport Power BI. À droite, dès lors que vous êtes sur une requête, vous retrouvez toutes les étapes de transformation qui ont été appliquées. Par défaut, il y a toujours 3 étapes qui sont appliquées. La source, l'étape source qui permet de dire, voilà, mon fichier, tu le récupères dans ce dossier-là.
On a une deuxième étape qui est générée en automatique, qui va venir promouvoir les en-têtes. Donc par défaut, on va avoir les en-têtes qui vont être récupérées de la première ligne de notre fichier CSV pour alimenter le nom de nos colonnes juste ici. Et ensuite, vous voyez, lui, il vient nous modifier le type de chacune de nos données. Donc on le voit dans le langage M juste là, pour passer par exemple la colonne stage en caractère, pour passer la colonne année en nombre entier, etc., etc. Donc moi, je vois que j'ai déjà ici, à ma gauche, plus de 6 requêtes qui sont disponibles. Donc nous, on va renommer la requête qu'on a déjà récupérée, qu'on va appeler la requête TechLive Demo. Donc c'est juste pour qu'on puisse bien la distinguer des autres. On peut même, si on le souhaite ici, créer des groupes pour pouvoir, hop, bien distinguer aux différentes requêtes. Ça n'a aucun impact en termes d'analyse, c'est juste en termes d'organisation et de bonnes pratiques. On va classer nos requêtes pour que si la personne qui passe derrière vous puisse s'y retrouver plutôt facilement. Donc maintenant, si on se focalise un peu plus sur le fichier qu'on va du coup traiter. Le fichier, il est vraiment très simple et même trop simple pour faire de l'analyse vraiment décisionnelle. Le fichier, il n'a pas beaucoup de colonnes, vous voyez, hein, il doit en avoir une dizaine. On a une colonne ID qui correspond tout simplement à l'ID du match. Donc ça, c'est un match égale un ID. Donc là, on a un ID qui est vraiment unique. Donc on peut voir typiquement qu'il y a 900 matchs qui ont été réalisés depuis le début que la Coupe du monde existe. Et sur chacune des lignes, du coup, donc une ligne égale un match, on va avoir une colonne, donc date, qui récupère la date du match, bien évidemment. On a une colonne stage qui récupère, l'état, l'étape du match. Est-ce que c'était, une phase de groupe? Est-ce que c'est une phase finale, une finale, et cetera, et cetera? Et on va avoir ensuite, c'est là où c'est problématique, 2 colonnes. Une colonne home team et une colonne away team. Donc en fait, c'est là où, par exemple, typiquement, la donnée qu'on récupère, elle est pas forcément cohérente pour nous. Parce que home team, ça ne veut pas forcément dire que c'est la France qui a, accueilli le match en France. C'est plutôt de se dire équipe 1, équipe 2. Donc là, on parle d'équipe à domicile et équipe extérieure. On va dire que dans ce cas-là, typiquement, pour, venir analyser toutes les équipes qui ont déjà joué dans la coupe du monde, c'est compliqué parce qu'on a 2 colonnes qui ne récupèrent la notion d'équipe et qui sont du coup distingués par 2 éléments, home team et away team. On a aussi une colonne home goal, donc tout simplement les buts associés à la France, et away goal, les buts associés au Mexique pour cet exemple-là, par exemple. Et à partir de là, on n'a plus aucune information de se dire, eh bien, par exemple, quelle équipe ici a gagné. Nous, on le sait. On sait par exemple que la France ici, 4-1, forcément, c'est la France qui a gagné. Donc, c'est la France qui est gagnante du match numéro 1. United States ici, on sait qu'ils ont gagné 3-0 la Belgique, mais visuellement et fonctionnellement dans une colonne, nous n'avons pas l'information. Donc là, on va devoir du coup transformer la donnée pour qu'elle soit beaucoup plus accessible quand nous, on va vouloir faire de la restitution dans Power BI. D'accord? Donc on va voir comment du coup dans Power Query, on va pouvoir faire ça. Donc dans Power Query, typiquement à ce niveau-là, si on veut non pas, avoir nos informations home team et away team en colonne, mais plutôt en ligne, on va faire ce qu'on appelle dans Power BI le dépivot. Le dépivot, c'est quoi? C'est de tout simplement transformer des colonnes en ligne pour non plus avoir l'information sur une seule et unique ligne, mais avoir l'information sur 2 lignes. Nous, typiquement, ce qu'on veut, c'est d'avoir pour le match numéro 1, 2 lignes, d'avoir une ligne avec le résultat de la France, donc France perdante ou gagnante, combien de buts pris, combien de buts marqués. Et on veut une deuxième ligne pour le même match avec équipe Mexique, gagnant ou perdant, perdant dans ce cas-là, et avec le nombre de buts qu'ils ont pris et le nombre de buts qu'ils ont marqués. Donc, pour cela, on a différentes options et possibilités. En tout cas, nous, pour l'exemple, on va sélectionner nos 2 colonnes, home team et away team, juste ici. On va venir dans l'onglet qui s'appelle transformer et à partir de là, on va faire ce qu'on appelle dépivoter les colonnes. Donc là, regardez bien, pour ce match-là, on n'a qu'une seule et unique ligne, hein. La ligne est vraiment unique. Dès lors où on va dépivoter les colonnes sélectionnées, on va tout de suite passer sur 2 lignes pour le même match. À ce niveau-là, on a vraiment le comportement qu'on attendait. On retrouve ici la notion d'attribut et de valeur. L'attribut, nous, juste ici, on va renommer la colonne, on va lui dire hop, home or away. Donc, pareil, hein, la notion de home or away, elle pose un peu souci, mais c'est de se dire est-ce que c'est l'équipe 1 ou c'est l'équipe 2, tout simplement. Et la valeur ici, on va l'appeler team. Voilà. Hop.
On voit que j'ai des étapes supplémentaires qui ont été ajoutées à chacune de mes transformations. Donc ici, par exemple, on va appeler, renommer la colonne en team. Ici, on va renommer notre étape ici en dépivot les colonnes. Hop, et au moins, on a une trace de ce qui a été fait dans nos différentes étapes de transformation. Donc là, on se retrouve ici avec notre match numéro 1 qui a 2 lignes. Donc on peut identifier maintenant que pour le match numéro 1, la France a joué et pour le match numéro 2, le Mexique a joué. Maintenant, on veut savoir quelle équipe a gagné dans ce match-là numéro 1. Donc pour identifier ça, c'est très simple, on a la notion de home goal et de away goal. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on doit se dire maintenant? Maintenant, on doit se dire, si mes buts à domicile ou les buts de l'équipe 1 sont supérieurs aux buts de l'équipe 2, alors on va dire que c'est l'équipe home team qui a gagné. Forcément, c'est l'équipe 1. Si les buts de l'équipe 1 sont inférieurs aux buts de l'équipe 2, forcément, c'est l'équipe adverse qui a gagné. Ou sinon, il y a eu égalité. D'accord? Donc là, pour faire ça, pour ajouter cette information-là, là, je l'ai dit de manière très littéraire avec des conditions. Comment je peux le mettre en place dans Power BI? C'est très simple. On a la notion du coup de conditionnel ici. On va venir rajouter une information, une colonne via l'option de colonne conditionnelle. Je rajoute mon option. On va appeler équipe gagnante, on va donner un nom à notre colonne. On va l'appeler équipe gagnante homme ou domicile. Et là, on va dire si mes buts à domicile sont supérieurs, hop, supérieurs à mes buts à l'extérieur, alors l'équipe gagnante, c'est l'équipe home team. Sinon, là, on va dire sinon, si mes buts à domicile sont inférieurs aux buts à l'extérieur, alors c'est away team qui a gagné. Et sinon, si aucune de ces 2 conditions-là ne sont respectées, ça veut dire qu'il y a eu un score, équivalent, égal, donc on est non plus sur une victoire ou une défaite, on est sur une égalité. Là, je retrouve ma colonne qui a été générée automatiquement pour toutes mes lignes. Ici, je peux vérifier. Par exemple, si je filtre sur que mes lignes qui sont en égalité, je vérifie. Par exemple, pour le match 29, j'ai Italie contre Espagne. Je peux voir que l'Italie, il y a eu un but, l'Espagne, elle a eu un but. En effet, on est bien en égalité. Si je vérifie ma donnée sur les away teams, typiquement, hop, donc là, away team, on voit que l'away team ici, c'est l'Italie, juste là. En effet, l'Italie a marqué 3 buts et la France n'a marqué qu'un. Donc en effet, l'équipe gagnante, c'est bien l'Italie. Donc là, vous voyez, avec 2 colonnes, on a pu générer un résultat supplémentaire, une information supplémentaire qui initialement n'était pas présente explicitement dans notre jeu de données. Initialement, on était sur un jeu de données de ce type-là et on n'avait aucun moyen de faire, d'identifier facilement et de manière, visuelle qui était gagnant dans le match numéro 1, quelle équipe avait gagné ou, quelle équipe avait fait égalité. Donc en faisant nos dépivots, en créant notre colonne team et en créant une colonne conditionnelle équipe gagnant home ou away, on peut tout à fait et rapidement identifier quelles sont les équipes qui ont gagné ou qui ont perdu. Là, on a créé une information supplémentaire, c'est de se dire, beh, pour le match numéro 1, l'équipe gagnante, c'est home team. Maintenant, ce qu'on veut savoir, tout simplement, c'est de se dire, beh, voilà, pour ma ligne numéro 1, France, je veux avoir une colonne, je veux voir si la France a perdu ou si la France a gagné, de manière beaucoup plus visuelle. Donc là, pareil, on va rapidement montrer comment on peut le faire. On va rajouter une dernière colonne conditionnelle, juste ici. Donc là, vous voyez, tout se fait de manière, l'interface est assez accessible et assez facile. Là, ce qu'on veut savoir, c'est, pays gagnant ou perdant, par exemple. On va plutôt mettre gagnant, on va mettre G, on va mettre non, on va faire win, lose, oh, equal. Hop, voilà, c'est jaune, voilà. Donc là, on veut identifier dans une colonne, sur la ligne, si le pays a gagné ou a perdu. Donc là, on doit se dire, si notre colonne home or away est égale, donc si notre colonne qui est ici, la colonne là, juste là, home away, elle est égale à ma ligne home team, juste là, à ma ligne équipe gagnant or ou H,
alors tu dis que c'est gagnant. Donc grosso modo, c'est de se dire, sur la ligne numéro 1, si ma valeur home team juste ici, elle est égale à home team juste là, ça veut dire que c'est la France qui a gagné, donc tu me fais apparaître, gagnant. Sinon, tu me fais apparaître que Mexico, c'est perdu. Donc là, on dit home or away, donc c'est notre colonne qui est juste là, est égal à notre colonne équipe gagnante, juste là, alors tu me dis gagnant. Hop, attention, il faut qu'on gère l'égalité, donc on va dire si équipe gagnante, c'est égal tout simplement à égalité, alors tu me fais apparaître aussi égalité. Sinon, tu me fais home away ici et différent de équipe gagnante, hop, juste là, alors tu me dis que c'est perdu. On ne veut rien faire apparaître d'autre, on va juste mettre du NA pour identifier si on n'a pas conditionné certaines valeurs. On dit OK. Et là, facilement, on peut identifier, pour le match numéro 1, on peut voir que la France, elle a gagné, on peut voir que le Mexique a perdu. Idem, United States, ils ont perdu, Belgium, ils ont gagné, pardon, Belgium, ils ont perdu. Et on peut vérifier si l'égalité est bien gérée. En effet, toutes les lignes qui sont à égalité sont bien à égalité dans la notion de win, lose or draw. Donc là, pareil, grâce à Power Query, on a géré de l'information supplémentaire qui initialement n'était pas prévue et n'était pas présente dans l'information, du moins n'était pas présente dans le jeu de données. La donnée, elle, était présente, mais l'information qui en découlait, elle ne l'était pas. Donc on a pu, grâce à des lignes supplémentaires, on a pu rajouter de l'info qui vont permettre du coup dans l'analyse de générer de l'information et du coup des déductions pour vos lecteurs. On applique nos modifications, on ferme et on applique. Notre jeu de données va se charger ici. On a d'autres jeux de données qui s'actualisent. Hop, OK. Ça, c'est pas grave. On verra plus tard. Voilà. Tac, 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 tac. C'est pas grave, j'en ai pas besoin pour la suite. OK, bon, j'ai eu un petit bug sur l'appli, c'est pas grave, mais dans l'idée, on a dû retrouver ici notre requête. Je vais avancer parce que sinon on va pas pouvoir respecter les délais. Tac, donc ça c'était pour Power Query. Donc on se dit que Power Query, ça nous permet d'aller récupérer nos données, de faire nos modifications, d'aller beaucoup plus loin dans la transformation et surtout de générer de l'information supplémentaire. Vous l'avez bien vu, initialement on avait un jeu de données qui n'était pas forcément super clair, pas adapté à l'analyse qu'on voulait en faire. On a pu, grâce à plein d'actions différentes, générer de l'info et préparer un jeu de données qui va être propre pour vos utilisateurs. Maintenant, une fois qu'on a fait Power Query, qu'on a préparé notre jeu de données, parce que c'est vraiment cette notion-là de se dire on a préparé le jeu de données, on va pouvoir utiliser du coup notre jeu de données dans le DAX. Donc le DAX, c'est quoi? Enfin, du moins, on va pouvoir l'utiliser dans le DAX, c'est pas que dans le DAX, hein, on va pouvoir utiliser le jeu de données dans Power BI, mais on va pouvoir aussi aller beaucoup plus loin dans le DAX. Donc, le DAX, très rapidement, donc le DAX, pour ceux qui connaissent, c'est Data Analysis Expression. C'est une collection de fonctions et d'opérateurs, mais aussi de constantes, qui peuvent être utilisées dans une formule ou une expression pour généralement calculer et retourner une valeur. Donc, en termes simples, DAX, ça vous aide à créer des informations à partir de données déjà présentes dans votre modèle. Donc là, typiquement, nous, on a généré de l'information supplémentaire, on a généré le nom des équipes, on a généré savoir si elles avaient perdu ou gagné, combien de buts elles avaient marqués, et cetera, et cetera. Donc, pourquoi aujourd'hui le DAX est si important que ça et pourquoi on en parle souvent? C'est qu'aujourd'hui, Power BI, je vais le redire du coup, c'est facile de créer un rapport Power BI et d'y apporter des données. On peut même vraiment créer des rapports Power BI qui montrent des analyses importantes sans utiliser aucune formule DAX. En revanche, si vous avez besoin de procéder à des analyses de pourcentage de croissance sous plusieurs catégories, de produits, de différentes périodes, ou si on doit calculer la croissance année après année en comparaison avec les tendances du marché, par exemple, j'en sais rien. Euh, Ça, par défaut, Power BI ne le fait pas. C'est pas magique Power BI, vous allez avoir besoin de créer des formules DAX pour justement compléter et rajouter de l'information et surtout agrémenter vos visuels. Donc il y a deux grandes notions à connaître dans le DAX pour aller plus loin avec. C'est de se dire, quand on crée du DAX, on peut le créer au travers de deux objets qui sont les colonnes calculées, enfin les colonnes, d'ailleurs, il faut que je supprime calculer parce que ça porte à confusion, mais les colonnes et les mesures.
Donc la colonne et la mesure, c'est quoi la différence? C'est de se dire que lorsqu'on va créer une formule DAX via une colonne, un seul calcul va être effectué, sur l'ensemble des cellules de votre colonne, d'accord? Donc la colonne, à la base, n'est pas fait pour faire des fonctions d'agrégation, ce n'est pas fait pour calculer une moyenne, une somme et cetera. La colonne est faite pour créer une information supplémentaire, récupérer une année, calculer, je ne sais pas moi, pour récupérer par exemple la date du jour, récupérer le nom d'un utilisateur. La colonne, c'est vraiment fait pour récupérer un axe d'analyse et une information supplémentaire. Ça ne permet en aucun cas d'agréger vos valeurs et surtout si vous allez faire de l'agrégation dans vos colonnes, vous allez avoir des performances qui vont être dégradées et pas du tout adaptées à votre besoin. A contrario, on va avoir les mesures qui, elles, sont tout le contraire des colonnes qui vont vous permettre de faire des notions d'agrégation et c'est un calcul qui va se faire, pas nécessairement sur toutes les lignes, mais qui va se faire par rapport au contexte de l'utilisateur. Donc si demain vous affichez par exemple la somme d'un chiffre d'affaires dans votre, rapport Power BI via une mesure DAX, si vous avez un filtre qui permet à l'utilisateur de filtrer la donnée en temps réel, forcément cette donnée-là va se recalculer et la formule DAX et la mesure va se recalculer en fonction de ce que l'utilisateur a saisi. Donc, en effet, les mesures sont vraiment là pour fluidifier vos calculs et vous aider dans les notions de somme, de moyenne, et cetera, mais beaucoup plus aussi en termes de capacité. Donc, c'est du calcul en temps réel, forcément, en fonction de ce que l'utilisateur choisit, et on est forcément sur des performances qui sont bien améliorées. Donc ça, voilà, c'est le DAX dans les grandes lignes, hein. Le DAX, c'est pour ceux qui sont à l'aise avec Excel, avec les fonctions Excel, c'est exactement la même chose dans Excel, hein. Dans Excel, on peut créer des formules, des moyennes, des sommes, et cetera. Dans Power BI, c'est pareil, c'est juste qu'on appelle ça le DAX. Dans Power BI, on retrouve les mêmes fonctionnalités généralement, et c'est grâce au DAX que vous allez pouvoir calculer des pourcentages, des sommes, des moyennes, et cetera, et cetera. Et d'ailleurs, à ce titre, on va pouvoir, justement regarder comment le DAX, on va pouvoir l'utiliser via une démonstration dans Power BI. Tac, je mets ça là pour bien voilà, hop. Donc en termes de démonstration, on parlera après de ce que vous voyez à l'écran ici. Juste là, moi j'avais déjà un jeu de données qui était prêt, d'accord? Donc c'est de se dire imaginons que l'on souhaite afficher, équipe, par équipe, le nombre de matchs qui ont été joués, directement dans Power BI. Donc là, on se retrouve dans l'interface de création de notre rapport Power BI et on se dit: «Bon super Enzo, moi j'aimerais bien que tu m'affiches typiquement ici le nombre de matchs total qui ont été joués par une équipe». OK, super. On va ajouter un visuel carte, qui est un visuel qui permet de faire une sorte de KPI tout simplement. On va utiliser notre jeu de données ici ou RefTeam WMS juste là et on va venir récupérer notre ID. Là, ce qu'on a besoin de faire, c'est de venir compter le nombre de lignes qu'il y a dans notre jeu de données parce qu'on sait que dans notre jeu de données RefTeam ici, un ID égale un match. On voit ici qu'on a 1800 et on se souvient au préalable, ah non mince, 1800, c'est pas bon parce que nous, on sait qu'on avait 900 matchs enregistrés dans notre jeu de données, donc le nombre qu'on affiche ici, c'est pas le bon. En effet, c'est pas le bon. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, quand j'ai glissé et déposé mon champ dans mon visuel carte, lui, ce qu'il m'a fait, c'est qu'il m'a fait une fonction d'agrégation et il m'a compté le nombre de lignes que j'avais dans mon jeu de données. Nous, on ne veut pas compter le nombre de lignes qu'on a dans le jeu de données, on veut compter le nombre d'éléments distincts qu'il y a dans notre jeu de données. Combien il y a de matchs uniques dans notre jeu de données? On clique du coup sur nombre d'éléments distincts et là, en effet, on a bien notre nombre de matchs 900 qui apparaît. On est rassuré, notre jeu de données, il est bon. Maintenant, ce chiffre-là, on s'est dit: «Bon super, ça c'est le chiffre global et cetera. Maintenant, je veux que mes utilisateurs, ils aient la possibilité, grâce à un filtre, d'affiner leur analyse et de filtrer cette valeur-là juste ici à l'écran». Très bien, pas de souci. On leur met à disposition un segment qui est tout simplement un objet visuel de filtre qui permet à l'utilisateur, en fonction d'une sélection, d'affiner l'analyse qui est disponible dans la page du rapport. Donc nous, on va rajouter le champ Teams, juste là, dans notre segment. Et là, on se retrouve ici avec des cases à cocher pour sélectionner les pays que l'on souhaite utiliser comme filtre. Donc si par exemple, je clique sur Brésil, on voit que par exemple, le Brésil, ils ont participé à 109 matchs. Si je clique sur le Cameroun, eux, ils en ont fait 23 par exemple. OK, super. Donc, si on sélectionne la France,
hop, on voit que la France, ils ont fait 66 matchs. Ça, c'est très bien. Maintenant, ce qu'on aimerait, voir, tout simplement, c'est se dire: «Bon, super, la France, ils ont fait 66 matchs, mais j'aimerais bien, du coup, voir la part des pourcent de le la part en pourcentage que représente 66 sur 900». Pour dire, bah, par exemple, la France, ils ont participé sur un total de 7 de tous les matchs qui ont été faits, dans la coupe du monde. Pas de souci, on peut le faire. Mais par défaut, on peut le faire pas directement depuis les champs qui sont disponibles juste là. On a besoin de venir créer de nouvelles mesures, de nouvelles informations via du DAX pour pouvoir les réutiliser dans des calculs. Donc là, l'idée, c'est de se dire: nous, on a besoin de garder cette valeur-là 900 pour pouvoir faire notre calcul. On a aussi besoin de notre valeur 66 pour pouvoir justement faire notre division, notre dénominateur et notre, pour pouvoir faire le pourcentage. Donc pour ça, on a besoin de créer 2 formules DAX. Une formule DAX qui va nous récupérer le 900 et une formule DAX qui va nous récupérer la valeur 66. Pour cela, on vient cliquer sur la table juste ici, on clique sur Nouvelle mesure, on a la barre de formule qui va apparaître juste là et à partir de là, on peut commencer à taper la formule. Donc nous, c'est une mesure, donc on va devoir faire des fonctions d'agrégation on doit faire des calculs directement dans notre mesure. Donc là, on va rentrer dans la partie un peu technique pour pouvoir calculer, le nombre distinct d'éléments, le nombre de matchs, on va lui donner un nom. Nous, on veut que tu nous comptes, hop, on va l'appeler tech live, hop, nombre de matchs ici. Donc ça, c'est le nom de notre variable. On va dire: «Tu viens me compter grâce à la formule distinct count», juste là, le nombre d'ID que j'ai dans, la table ref team WCM. On valide la formule avec la parenthèse. Notre formule a été créée juste là. Je vais rajouter juste ici, dans un nouveau visuel carte, la formule que j'ai créée et on voit que je récupère bien la notion de 66 juste là. Dès lors où je désélectionne, je retombe exactement sur le même comportement, je retombe ici sur le chiffre 900 parce que forcément le filtre se comporte de la même manière entre ici et ici. Il impacte notre visuel. Maintenant, ce qu'on veut, c'est de pouvoir, bah, diviser 900 par la valeur qui a été sélectionnée ici, 66. Pour cela, on a la possibilité dans le DAX de spécifier des contextes de calcul et de dire, bah, par exemple, la valeur que tu vas me compter, le nombre d'éléments distincts, tu vas me le compter et surtout, tu vas ne pas tenir compte de quelconque filtre. Donc, on va spécifier au calcul dans le DAX de faire abstraction de tous les filtres et de ne pas en tenir compte pour son résultat. Donc là, on va l'appeler TechLive aussi, nombre de matchs sans filtre. Et là, on doit appeler 2 formules différentes. On a plusieurs moyens de faire ce type de calcul-là, mais on va prendre l'une des plus simples. On va appeler la fonction calculate qui permet de contextualiser une expression par rapport à un filtre. Calculate demande 2 paramètres, une expression et un filtre. Nous, on va appeler l'expression distinct count, on va rappeler exactement la même notion. On veut que tu nous comptes ici tous mes matchs de manière distincte et derrière on va préciser une autre, un autre élément, un autre paramètre. On va appeler la fonction all, juste là, qui permet de récupérer toutes les lignes d'une table sans prendre compte d'aucun filtre. On va dire: «Tu me prends toutes mes lignes de ma table ma table ref team WCM et de ma colonne team», juste là. Hop. Donc cette fonction, elle fait quoi? Elle fait exactement la même chose que les 2 cartes qu'on a juste là, sauf qu'à la différence, elle a contexte de filtre all qui précise et qui spécifie: «Attention, tu ne me tiens jamais compte du filtre qui provient de la colonne Teams». On valide. Notre mesure a été créée juste là. Si je rajoute ma mesure directement dans mon visuel, hop, vous allez voir que là, le 900, il est toujours présent, malgré que j'ai un filtre. Si je désélectionne, tout le monde a bien la valeur 900. Si je viens sélectionner l'Autriche, Australia, Argentine, on voit que dans tous les cas, ma valeur ici ne bouge pas. Donc là, maintenant, on est dans quel contexte? C'est qu'on a nos 2 valeurs, notre valeur, cible et la valeur référente et à partir de là, du coup, on peut venir calculer notre pourcentage depuis nos 2 mesures. Donc là, c'est très simple. On va venir créer une troisième formule et dernière formule qu'on va appeler juste ici, hop, nouvelle formule, hop, pourcentage des matchs sélectionnés, juste là.
Là, on va appeler la fonction divide qui fait tout simplement une division. Vous pouvez utiliser le slash pour faire la division, ça revient au même, hein. C'est juste que là, visuellement, au moins, vous voyez bien. On veut diviser ici mes matchs Tech Live, nombre de matchs, par tous mes matchs disponibles, donc Tech Live, match sans filtre. Hop, on valide notre formule. Très bien. Hop, on rajoute ce champ-là dans un visuel. Donc là, par défaut, notre division est bien effectuée, mais on n'a pas la valeur en pourcentage, donc il faut modifier le format de notre champ. On sélectionne notre champ, pourcentage match sélectionné. On clique ici, on est dans outils de mesure. On clique juste là dans afficher les valeurs de la colonne en pourcentage. Et par défaut, on a le pourcentage qui est fait automatiquement. Donc là, que veut dire cette valeur? Cette valeur veut dire que l'Argentine a réalisé 9 des matchs totaux de tous les matchs qui ont été réalisés dans la coupe du monde. Et ce calcul-là, il se calcule en temps réel, c'est ce que je disais au préalable. Si je vais sur la Croatie, le calcul se refait automatiquement. Et République tchèque, il se refait automatiquement. Et à partir de là, on a une information supplémentaire qui n'était pas disponible initialement dans le jeu de données, qui a été générée dans notre rapport Power BI, non pas via Power Query, mais cette fois-ci via le DAX et via du coup des formules. Donc vous voyez que grâce aux formules DAX, initialement ça n'aurait pas pu le faire, n'aurait pas pu l'afficher de manière simple et efficace, mais grâce aux formules DAX, on peut aller beaucoup plus loin dans l'utilisation et dans ce qu'on va afficher à notre utilisateur. C'est toujours important, je trouve, de toujours contextualiser aussi les KPI qu'on affiche à l'écran pour nos utilisateurs et de toujours représenter une part en pourcentage pour qu'ils puissent avoir un contexte d'analyse pour leurs données. Donc ça, c'est une des solutions pour aller encore plus loin avec Power BI, c'est de se dire, je prépare correctement mon jeu de données, j'en fais un jeu de données qui est propre et qui est exploitable et derrière, je vais aussi en faire, de l'analyse et de l'information supplémentaire via le DAX et je vais créer des calculs plus ou moins complexes. Là, vous voyez, tout ce que j'ai montré, c'est des calculs qui sont totalement accessibles de manière arithmétique. Bien sûr que des fonctions beaucoup plus complexes, mais en tout cas, là, calculer la part d'un pourcentage, ça se fait de manière très simple et de manière très rapide dans Power BI. Donc vraiment, c'est de se dire: «J'ai une donnée, initialement, je veux en faire de l'information. Si je veux la transformer en information, ça passe soit par Power Query, soit ça passe par le DAX. Donc ça, c'est pour la partie un peu plus technique de Power BI, de Power Query et du DAX. Maintenant, si on accélère un peu, avant qu'il soit 19 heures, si on parle maintenant de comment aller plus loin, de manière visuelle dans Power BI. Donc il faut garder à l'esprit qu'aujourd'hui Power BI, on a beaucoup, beaucoup d'options, disponibles pour créer des visuels, pour créer des rapports super sexy et cetera. On peut faire des tops, des flops, enfin on peut faire beaucoup de choses dans Power BI. On peut vraiment s'y perdre aussi en termes de visuels. C'est pour ça que moi je vous conseille beaucoup aussi d'affiner vos analyses et vos calculs via le DAX, parce que ça va vraiment vous aider dans le choix de vos visuels. Mais hormis, si on ne parle pas de Power BI dans la globalité, du fait qu'il y ait beaucoup d'options disponibles, on a des grands principes dans la BI, c'est de se dire, on porte toujours l'analyse par le design. Le but, c'est pas que vous fassiez un rapport qui est, désolé de la vulgarité, qui est dégueulasse et qui est pas super sympa à consommer. Si vous faites un rapport qui a pas de belles couleurs, qui est pas joli, qui est pas interactif, qui est lent, forcément l'intérêt va être perdu par les utilisateurs et vous aurez passé 2-3 jours à développer quelque chose qui ne sera jamais utilisé. Donc toujours se garder à l'esprit qu'on doit porter l'analyse par le design et ça passe par, différentes étapes, dont typiquement gérer son périmètre de données pour ne pas récupérer trop de données. Bien préparer la structure de son dashboard via un PPTX. Dans Power BI, on peut réexploiter, des templates de mise en forme de rapports directement, extraits depuis PowerPoint, de bien gérer la taille de sa page. Est-ce qu'on veut en mode paysage, en mode portrait et cetera? De bien choisir aussi ses graphiques, on le verra juste après. De choisir aussi ses couleurs, très important. Si vous mettez du rouge pétant, du violet pétant, du rose fluo, forcément, en termes, c'est un peu agressif comme couleur et en termes de consommation, mais il y a quand même beaucoup plus agréable. Le mieux, très souvent, c'est de se baser sur une charte graphique proposée par votre client ou par votre service de com en interne. D'agrémenter tout ça de logos pour contextualiser vos visuels, faire de l'interactivité, bien évidemment. Un rapport qui est statique, on perd tout l'intérêt de jouer avec le rapport et ensuite de bien avoir de la symétrie, dans vos rapports. Donc ça, c'est un peu mon côté un peu psychorigide, mais d'avoir vos rapports qui sont bien alignés, de la même taille, au même endroit, placés de la même forme, la même police, la même police de caractère, la même taille et cetera et cetera.
Donc là, je passe un peu vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais dans l'idée, ça, c'est des best practices entre guillemets que moi je recommande souvent quand on parle de porter l'analyse par le design. Une slide que je vais rapidement passer, mais c'est pas propre qu'à Power BI, mais toujours de se dire: «Quel diagramme je mets en face de quelle analyse?» Si demain vous voulez montrer une évolution d'un chiffre d'affaires et que vous mettez un graphique à secteur, par exemple, ça n'a aucun intérêt. Alors là, je grossis les traits, à son paroxysme, mais dans l'idée, l'importance d'un visuel, fait vraiment la qualité de l'analyse de vos utilisateurs. Il faut toujours se poser la question de quel message je veux faire passer. Est-ce que je veux faire une comparaison? Est-ce que je veux mettre en relation des éléments? Est-ce que je veux montrer une composition, de la distribution? Peu importe. Dans tous les cas, il y a des arbres de décision qui sont dispo sur internet et cetera. Ça, c'est un des arbres sur lequel j'ai travaillé typiquement, qui vous propose en fonction de 4 contextes, de la comparaison, de la distri, de la compo et de la relation, de se dire: ben voilà, si je veux faire de la comparaison, je vais plutôt partir, vers des diagrammes à colonnes variables, vers du diagramme à courbe et cetera. Si je veux faire de la composition, plutôt du diagramme à secteur, peu importe, mais dans tous les cas, il est très important et primordial de bien choisir son visuel pour pouvoir, diffuser la bonne information. Voilà. Et ensuite, si on se refocalise aussi beaucoup dans Power BI, il y a un petit quick win qui n'est pas connu de tous et qui est hyper important, je trouve, et qui fait son effet, c'est la notion d'infobulle. Donc, les infobulles, c'est quoi? C'est dès lors où vous allez passer votre souris au-dessus d'un de vos diagrammes, typiquement, vous allez avoir une petite infobulle qui apparaît, qui va venir vous compléter l'information et qui va venir vraiment rajouter de l'info supplémentaire à votre visuel. Donc c'est, une fonctionnalité propre à Power BI qui vous permet vraiment de faire son petit effet, de se dire: «Bah, ah oui mince, putain je passe au-dessus de mon tableau. Ah ben je vois quand je passe au-dessus de mon tableau sur l'Italie par exemple, je vois le détail de l'Italie, au travers d'un diagramme, d'un camembert et cetera». Et ça, les infobulles, on appelle ça en anglais les tooltips typiquement, c'est quelque chose qui est hyper facile à mettre en place et qui là, on pourrait se dire: «Mince, mais comment il fait, en passant ma souris pour apparaître ça? Ça doit être compliqué». Pas du tout. Ça se fait très facilement et simplement. Donc, on va voir comment on peut mettre en place tout ça. Si on parle du coup de démonstration, donc je vous disais typiquement, voilà, faut faire attention à son design, faut faire attention à tout ce qu'on met en place, les couleurs qu'on choisit et cetera. Il y a un truc moi que je conseille énormément, avant de parler des infobulles et de terminer sur ça, quand vous voulez mettre en forme votre rapport Power BI, évitez de porter toute la structure de votre rapport directement dans Power BI. Quand je dis toute la structure de votre rapport, c'est que demain vous allez dire à Enzo: «Super, moi je veux faire, un joli rapport». Donc là, j'ai généré une nouvelle page typiquement. Je veux faire un joli rapport. Ce rapport-là, je veux que ça soit un rapport en mode paysage ou en mode lettre, peu importe. Voilà, je veux mon rapport, je veux qu'il ait une couleur d'arrière-plan, un peu grise, typiquement. Hop, voilà, juste là. Et je veux mettre en place plein de blocs visuels. Je veux un peu créer un rapport hyper structuré. Évitez clairement de, mettre tout ce qui est notion de forme, par exemple, directement dans votre rapport Power BI, de dire: «Bah, voilà, là, je vais me mettre ici un premier bloc où je mettrai un graphique à secteur. Là, je vais me faire un deuxième bloc où je mettrai mon diagramme d'évolution. Là, je vais mettre aussi encore un diagramme à évolution et là, je vais me mettre ici, hop, 2 KPI juste là comme ça, voilà. Je veux 2 KPI ici et là, vous portez toute la structure et l'organisation de votre rapport directement dans Power BI. Le fait de générer des blocs, en masse dans votre page, ça va générer aussi des lenteurs, forcément. Parce que Power BI, à chaque fois, il doit réafficher l'élément, chaque fois, il doit vérifier que la couleur est la bonne et cetera. Le moteur, forcément, visuel, il va en pâtir et vous allez perdre de la performance à cause de vos blocs qui ne sont juste là que pour faire joli et que pour structurer votre, votre rapport. Moi, je vous conseille beaucoup en termes de design, de directement, ça c'est une des bonnes pratiques que tout le monde vous parlera, c'est de porter, non pas, les éléments visuels propres à votre rapport dans Power BI, mais directement dans PowerPoint. Donc c'est de se dire dans PowerPoint ici, hop, moi j'avais créé juste là un template Power BI, c'est de se dire dans votre, PowerPoint, vous allez créer directement ici vos, blocs visuels, dire voilà, le fond de ma page sera de cette couleur-là, je mets mes KPI juste ici, je rajoute des blocs à droite et à gauche juste là, mes titres, ils vont apparaître dans cette barre supérieure juste là, je veux avoir 3 blocs en bas qui récupéreront mes KPI et vous allez mettre en forme votre, structure visuelle dans PowerPoint. Vous allez enregistrer cette diapositive-là directement sur votre PC en local, hein. Donc là, vous allez enregistrer un conseil, n'enregistrez jamais en JPEG, enregistrez-la toujours en
en SVG, pardon, juste ici, qui est vraiment une extension, qui est optimisée pour la consommation en mode web, parce qu'on retient que quand on va diffuser notre rapport Power BI, tout va se faire sur le web. Vous enregistrez votre template Power BI, votre page en SVG. Une fois que c'est enregistré, dans Power BI, vous pouvez tout à fait ici, hop, donc ça je vais supprimer moi tous mes éléments, hop. Vous pouvez en fait appeler votre image, votre fichier SVG en fond de votre arrière-plan du Canva, juste là. Vous allez récupérer votre image, hop, donc moi c'était juste ici, templates powerbi.svg. Je retrouve mon template juste là, j'ajuste la taille de l'image à la taille de ma page et là directement, vous pouvez du coup venir rajouter vos visuels, vous pouvez venir superposer vos visuels directement ici. Hop, par exemple, on peut mettre les buts qui ont été marqués, juste là, voilà. Vous allez venir superposer vos visuels et modifier les paramètres bien sûr pour supprimer l'arrière-plan et cetera, pour supprimer l'étiquette de catégorie. Hop, on va le passer en blanc. Tac, 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 voilà et là, du coup, là, la seule chose qui est portée, c'est votre visuel carte et ce n'est en aucun cas tous les blocs qui gravitent autour et qui vont vous générer du coup des lenteurs dans votre rapport Power BI et là, vous vous focalisez seulement sur quel visuel je dois afficher dans mon rapport Power BI et de ce fait, du coup, vous pouvez, rajouter plein d'éléments et ne plus vous poser la question de: «Est-ce que ce que je fais, ce que je mets en place va ralentir mon rapport, Power BI?» Donc c'est vraiment un gros conseil, une bonne pratique, c'est de se dire: «Ben voilà, comment je peux améliorer et optimiser les performances?» Ben typiquement, ça passe aussi par le visuel et ben le visuel, quand vous voulez structurer votre rapport, vous le faites en mode PowerPoint. Maintenant, pour terminer du coup ce Tech Live, on va parler des infobulles. Donc là, par exemple, c'est un rapport que j'ai rapidement fait tout à l'heure pour vous montrer un peu, comment ça se passe dans Power BI. Donc là, ce rapport-là, il se base principalement sur, les mêmes données qu'on a vues au préalable, hein. On a un petit filtre ici en haut qui nous permet de choisir l'analyse qu'on a sur un pays. Hop, je sais que c'est le Brésil, par exemple, je passe sur du Brésil. Donc là, hormis le rapport qui traite les mêmes données qu'on a vues depuis le début, si je passe au-dessus, hop, d'un des graphiques juste là, on voit que j'ai, la fameuse infobulle qui apparaît. Cette fameuse infobulle ici, je ne la retrouve pas forcément de partout, je la retrouve ici sur mes graphiques, mais par exemple, je ne la retrouve pas ici. Là, vous voyez, quand je passe au-dessus de mon highlighted story, j'ai qu'une petite infobulle qui me donne le nom du champ qui est utilisé. Donc là, typiquement, comment j'ai pu mettre en place une infobulle qui me récupère des infos supplémentaires et qui d'ailleurs qui récupère une info supplémentaire en fonction, de l'objet sur lequel vous êtes positionné. Si par exemple, je suis positionné sur l'Espagne et que je vais sur les victoires, je peux voir ici que je suis sur les win conditions. J'ai bien trois victoires qui ont été réalisées dans le temps imparti. J'ai pris 2 buts et j'en ai marqué 9 typiquement. Si je me décale juste là, si je vais sur ici, hop, sur les égalités, qui est en blanc, je vois que je suis toujours sur l'Espagne. En effet, il y a eu un seul et unique match qui a été, réalisé sur, le temps imparti et il y a eu 0-0. Donc surtout, ce qui est bien, c'est que du coup, les infobulles se contextualisent en fonction de où est la souris. C'est pas une infobulle globale qui affiche toujours la même information. C'est une infobulle du coup qui va se contextualiser et afficher une info vraiment associée à votre sélection. Donc, comment on fait ça? C'est très simple. On doit tout simplement rajouter une nouvelle page, juste là. Donc on va ajouter une nouvelle page qui va être dédiée vraiment à l'utilisation de vos infobulles. On ajoute une page. Cette page, on va venir la configurer dans l'onglet visualisation. On vient dans la notion de mettre en forme votre page web, juste là. Et là, vous êtes dans paramètres du Canva, juste ici, et vous allez modifier le type en type infobulle. On passe en type infobulle. Donc là, vous voyez, la page, elle s'est complètement rétrécie. On va venir ici dans l'onglet afficher. Mode page, on va juste ajuster la page pour avoir un visuel un peu plus sympa à consommer. Et en fait, là, vous êtes vraiment dans la partie infobulle, dans la partie qui sera affichée à l'utilisateur lorsqu'il passera la souris au-dessus de vos objets. Donc nous, typiquement, on va ajouter ici, là, on va le construire comme on construirait n'importe quel rapport Power BI. On va lui ajouter un KPI. On va lui dire, très bien, tu vas m'afficher typiquement, hop, le nombre de matchs qui a été joué, juste là. Super. Hop, on va baisser ça, on va le mettre en 20. Voilà, on va supprimer ça. Voilà, tu vas m'afficher le nombre de matchs qui ont été joués. Tu vas me faire aussi une évolution pour me montrer le nombre de matchs qui ont été joués sur toutes les années,
disponibles. Donc là, on va aller dans World Cup, on va faire afficher les années et on va faire afficher le nombre de matchs juste là. Très bien. On va juste modifier ça pour avoir les bonnes valeurs juste ici. Tac. Voilà, ça. Très bien. Catégorie, voilà. Hop, on va masquer ça, on va masquer ça et on va masquer aussi le titre. Donc là, je fais pas quelque chose de joli, hein, c'est juste pour vous montrer le comportement. Très bien. Donc là, moi, j'ai créé 2 visuels supplémentaires, un visuel qui me récupère le nombre de matchs et un visuel qui me récupère, alors je vais quand même du coup peut-être afficher au moins l'année. Hop, voilà, 8 comme ça, très bien, voilà, et le nombre de matchs qui ont été joués, année après année. Très bien. Donc là, mon infobulle a été créée. On peut même, si vous voulez, hop, faire aussi un graphique pour le fun juste là. Voilà, on fait un graphique supplémentaire. Tac. On va rajouter ici, hop, le nombre de matchs, joués avec ça. Voilà, très bien. Titre, on masque. Là, au moins, on voit la répartition des matchs gagnés et perdus. Très bien. Ici, on va renommer notre infobulle en Tech Live Infobulle. Donc là, j'ai ma page dédiée à l'infobulle qui a été créée et je vais devoir maintenant l'utiliser dans mes visuels. Donc, on retourne dans notre onglet Overview et on va venir ici sur notre visuel, ou par exemple, on va plutôt venir, oui, on va venir sur ce visuel-là. On va cliquer sur le visuel. Dans le visuel, on va venir le mettre en forme, juste là, dans Général. Et dans Général, on a la notion d'infobulle. Et l'infobulle, on peut spécifier, eh bien, l'infobulle, soit par défaut, tu m'affiches rien. Donc par défaut, quand je viens ici, vous voyez, j'ai une info, l'année, le but contre, le nombre de buts qui ont été réalisés, mais j'ai pas une info supplémentaire, j'ai juste une info détaillée de la barre sur laquelle je me positionne. Je veux pas ça, moi. Moi, je veux récupérer ce qu'on a mis dans Tech Live Infobulle. Je viens là, je viens dans Général, Infobulle. Je lui ai dit, tu me prends une page du rapport pour m'alimenter mon infobulle et tu affiches Tech Live Infobulle. Et désormais, quand je viens passer ma souris au-dessus, je retrouve l'infobulle qui a été créée au préalable directement. Donc là, bon, j'ai fait quelque chose qui n'est pas très intelligent parce que du coup, j'ai recalculé la différence année après année. Mais on peut voir que du coup, en fonction de ce qui a été sélectionné, j'ai mes graphiques et mes données qui sont mis à jour en automatique. Voilà. Donc ça, pareil, c'est vraiment un petit quick win qu'on a en plus et qui permet de rajouter de l'information à vos utilisateurs directement depuis le passage sur la souris. Et ça évite aussi de surcharger votre rapport, votre one pager, et d'avoir du coup de l'info supplémentaire avec de l'interactivité pour vos utilisateurs. Voilà. Donc ça, c'est un peu toutes les best practices qui vont graviter autour de Power BI. Donc dans l'idée, dites-vous toujours que voilà, pour aller plus loin dans Power BI, il faut mettre les mains dans Power Query, il faut mettre les mains dans le DAX, et il faut aussi du coup se focaliser, faire attention au design qu'on met en place et qu'on sélectionne, parce que ça a vraiment un intérêt majeur de se dire: «Je fais un rapport qui est joli, qui est sympa à la consommation», pour éviter d'avoir, du coup, de la perte d'intérêt pour pour vos utilisateurs. Voilà. Donc, je vais vérifier après s'il n'y a pas eu des questions. Juste avant que j'oublie, là, du coup, le Tech Live, il est terminé. Si vous voulez, moi, je pourrais vous envoyer les slides si vous en avez envie, il n'y a pas de souci. Il y a un projet Tech Live très important, donc dans 2 semaines, un peu moins de 2 semaines. Le mardi 6 décembre, on va, parler de comment bien préparer sa certification PL300, la certification, du coup, sur l'outil Power BI. Donc, pour tous ceux qui seraient, du coup, intéressés pour aller vraiment au-delà avec l'outil et comprendre comment bien préparer sa certif, n'hésitez pas. Mardi 6 décembre, on fait un Tech Live dédié à cette certification-là, comment bien la préparer, quelles sont les notions à connaître, les notions les plus importantes. Donc pour tous ceux qui avaient pour objectif de la passer et qui ne savaient pas comment trop la préparer, eh bien du coup, le mardi 6 décembre sera dédié à cette certification. Voilà. Donc je vais vérifier si on a des questions dans le chat. Tac, 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 tac. Alors, j'ai Vincent, les requêtes query sont enregistrées dans le fichier Power BI. Est-ce qu'on peut les sauvegarder ailleurs pour pouvoir les réutiliser? Alors, c'est une bonne question, Vincent. Par défaut, en fait, chaque Power BI génère, en fait, même Power Query génère ce qu'on appelle un dataset. Donc, dès lors qu'on va venir publier un rapport Power BI dans apppowerbi.com, qui est l'interface web de Power BI, on va avoir un dataset qui va être généré par le rapport, et ce dataset-là, on peut en effet le réexploiter par un autre rapport. Donc demain, par exemple, toi, tu fais un super beau rapport pour la finance, j'en sais rien.
Tu publies ton rapport à la finance, le rapport va être exploité, et cetera. D'ailleurs, tu auras toujours un dataset qui est, lui, lié à ton rapport Power BI. Ce dataset-là peut être exploité par d'autres rapports complètement vierges de la finance et je sais pas, tu as Georgette qui te dit: «Ben Vincent, moi, tes données, je veux les réutiliser pour me faire mon propre rapport». Tu peux dire: «Ben c'est bon, ne refais pas tout, depuis le zéro». Tu peux venir pointer sur ton dataset sur mon dataset directement qui est à disposition dans le workspace et tu peux réutiliser tes données et en pointant sur le dataset, elle récupère toutes les transformations que toi tu as menées, les requêtes et cetera et cetera. Voilà. J'espère avoir répondu Vincent du coup à ta question et pour le cas des tirs au but, oui, c'est géré et typiquement dans le jeu de données, il est très, très mal géré parce que, typiquement, ils appellent ça le win condition et pour te montrer, hop, juste là, win condition, tac, tu vois? Ils appellent ça Brésil win on penalty, la Bulgarie a gagné en penalty, Costa Rica win on penalty avec la valeur. Donc ça, typiquement, on sait quand il y a eu des penalties, mais on ne récupère pas la valeur, facilement. Donc là, pour la récupérer dans Power Query, il faudrait faire du split, il faudrait fractionner les colonnes, espace après espace pour récupérer la valeur penalty et dire: «Beh, le match, il y a eu égalité, mais il y a eu des penalties à la fin pour ce match-là». Voilà. Et oui, Ahmed, en effet, on peut combiner les jeux de données dans Power BI, tout à fait. On peut les combiner, on peut même les fusionner aussi et les lier entre eux. Donc tu as 3 options, soit dans Power Query, tu vas faire de la combinaison de données. Donc combinaison, c'est vraiment la notion de alors c'est pas merge, c'est pas oui, c'est le merge et tu as le append, je sais plus le translate en anglais. Mais le merge, c'est de se dire, enfin la combinaison, c'est de se dire, j'ai 2 jeux de données qui sont vraiment identiques l'un à l'autre. J'ai un jeu de données A avec les mêmes colonnes, les mêmes données et j'ai un jeu de données B avec les mêmes colonnes et les mêmes données. On va vraiment combiner les 2 jeux de données ensemble pour cumuler les lignes, d'accord? Et ensuite, tu vas avoir aussi une autre notion qui s'appelle, la notion de fusion, où là, tu vas, au travers de jointure, venir compléter ou restreindre un jeu de données. Donc là, par exemple, c'est de se dire, j'ai ma table A vente où j'ai mes ID de mes ventes, j'ai mon ID client, j'ai la quantité vendue, mais j'ai pas de notion d'information client, par exemple. J'ai une autre table qui s'appelle table B avec tous mes clients, leur nom et leur prénom et leur ID. Je vais venir fusionner ma requête A avec ma requête B sur la colonne ID client, qui est présente dans le A et dans la B. Et grâce à la fusion, je vais pouvoir venir compléter mes lignes dans mon jeu de données numéro A avec le nom, le prénom de mes clients, par exemple. Donc oui, en effet, Ahmed, on a la possibilité de combiner et même plus, c'est de faire ce qu'on appelle vraiment de la fusion de jeux de données. Pour te montrer et pour illustrer mes propos, par exemple, là, vous avez vu dans le jeu de données, j'avais fait, ce qu'on appelle, Enzo, oui? désolé, je vous remercie d'abord pour cette présentation. Oui, pas de souci, Ahmed. Donc, je parle de jeux de données qui ont déjà publié dans la plateforme Power BI Service, mais pas de jeux de données qui ont déjà importé à partir de sources de données. Mmh. Ça, je Si, si, dirais que si on, ça, si ouais, on jamais on a déjà publié les jeux de données dans Power BI Service, est-ce qu'on peut combiner les jeux de données qui ont déjà publié dans Power BI Service? bah, en fait, vu que le jeu de données qu'on va récupérer dans Power BI Service, lui, il dépend de requêtes et de tables qu'on a générées, non. En fait, le dataset, c'est juste le contenant de toutes D'accord. tes requêtes et de toutes tes tables que tu as créées. Donc, en effet, non, tu ne peux pas. Alors, tu pourrais juste faire du coup 2 requêtes distinctes. Tu appelles une fois le dataset et une deuxième fois le dataset, et ensuite, dans un nouveau dataset, tu viens tout cumuler. Mais la liaison entre eux ne sera pas effective, dans le sens où ton dataset 3 ne sera pas lié indépendamment à tes de jeux de données. En tout cas, je ne connais pas l'option qui vient de te dire: «Je prends mon A et mon B, tout de suite je lie entre eux, je fais un merge et je les cumule». Je ne vois pas comment le faire en tout cas dans Power BI, sachant que voilà, comme je te disais, le dataset, c'est vraiment la notion, le contenant de toutes tes requêtes et de toutes tes tables que tu as récupérées. D'accord. Voilà. Une dernière question, s'il vous plaît. Est-ce que la taille de stockage est partagée entre tous les collaborateurs ou chacun son propre taille? Dans notre cas, dans le cas de type licence premium par utilisateur. Mmh. Oui. Alors, en fait, ça dépend exactement des licences. Le premium per user, par exemple, c'est la licence la plus haute qu'on peut avoir sur la solution. On est à 10 gigas, mais c'est 10 gigas par workspace, D'accord. typiquement, de stockage.
Voilà. Après, on est à quelques gigas quand on est sur une licence classique, Power BI et pas du tout des espaces de stockage quand on est sur une licence gratuite, Power BI. Mais en effet, après, c'est rattaché au user. J'ai oublié le nom de la licence, basique. Mais en tout cas, quand on a un premium per user, c'est par rapport au workspace qu'on a créé. Voilà, D'accord, d'accord. Merci. voilà. Et merci à vous Ahmed pour les questions. Super. Bien écoutez, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, supplémentaires. Je suis désolé, on a un peu dépassé, mais c'est bon, on n'a pas atteint 20 heures. On va pas louper le Brésil du coup ce soir, c'est bon, on va pouvoir regarder la coupe du monde. Moi dans tous les cas, je vous conseille vivement, voilà, Power BI de pratiquer, de jouer avec, d'aller faire des challenges. C'est vraiment ce qui est le plus formateur selon moi. De suivre nos tech live aussi, bien évidemment. Mais voilà, n'hésitez pas à jouer avec l'outil est accessible, il ne faut pas se censurer sur l'outil, hein. C'est pas parce qu'on n'est pas technique, on ne peut pas en faire du Power BI, bien au contraire. Je pense que c'est un outil qui est accessible, en se formant un peu, on peut faire de belles choses. Donc n'hésitez pas. Moi sur LinkedIn, je reste toujours dispo si vous avez des questions, des besoins d'astuces, et cetera. Moi, je réponds toujours présent s'il y a besoin. Donc n'hésitez vraiment pas. J'espère que la session vous a plu. On a un peu dépassé, je suis désolé. Donc n'oubliez pas, si vous voulez préparer l'APL 300, l'assertif, je vous donne rendez-vous du coup le mardi 6 décembre. Ce sera moi qui ferai la presse encore une fois sur Power BI. N'hésitez pas aussi à répondre du coup au petit questionnaire de satisfaction. Nous, vous en doutez, d'améliorer nos présentations et de vérifier si on est bon ou si on n'est pas bon. Et sinon, du coup, je peux juste vous libérer, vous remercier à tous pour votre participation. Merci beaucoup, passez une bonne soirée et pour ceux qui ont dans le match ce soir, bon match. Au revoir.